Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Vincent, le fondateur de l'entreprise de DJ Dance Police pour cet épisode riche en partage. C'est le métier le plus méconnu du mariage selon moi et c'était important de le mettre à l'honneur. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Vincent, bienvenue dans Wedding Divan. Ça me fait trop plaisir de t'accueillir depuis le temps qu'on en parle. Salut Magali, grave, depuis le temps qu'on en parle, effectivement. Je suis ravi aussi d'être là. Il a fallu quasiment 10 ans. Non, peut-être pas pour le podcast, mais ça fait bien 1 an et demi qu'on en parle quand même de ce podcast, enfin de cet épisode. Écoute, on a eu franchement l'occasion de travailler plusieurs fois ensemble et ça a toujours été... j'allais dire parfait en fait, j'ai rien à dire. Wow, donc carrément. Bah ouais, faut dire les choses quand c'est vrai. Et j'avais pas encore reçu de DJ ici et voilà, c'est pour ça que j'ai attendu si longtemps parce que je trouvais ça très très normal que ce soit toi qui vienne. Pour le premier. Bah écoute, je suis flatté. Merci beaucoup Magali pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours, comment t'es devenu DJ et surtout à la tête de Dance Police maintenant? Ok, je fais pas le parcours scolaire, c'est bon, ou tu veux que je commence où? Ça dépend si c'est intéressant à savoir dans ton parcours, oui. Je vais essayer de faire rapide, mais mon parcours, ouais, je pense qu'il est quand même un petit peu atypique. À la base, j'étais quand même dans un parcours scolaire, on va dire un peu poussé. J'ai fait les classes préparatoires scientifiques, j'étais diplômé, j'étais ingénieur en agroalimentaire, voilà, pour être clair. Donc pendant 10 ans en fait, donc mes 23 ans à mes 33 ans en gros, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur agroalimentaire dans des grands groupes, voilà. Donc j'étais responsable de production et voilà. Et souvent on me dit mais t'étais ingénieur dans la musique? Non, j'étais ingénieur dans l'agroalimentaire, donc c'est vraiment un autre parcours, un autre cursus. Mais qui m'a quand même apporté de belles choses parce que je manageais quand même du personnel avec des responsabilités, donc c'est vrai que c'est une partie de ma vie que je renie pas du tout, que j'ai beaucoup aimé, mais en même temps en fait que ce parcours-là, j'étais déjà musicien dans des groupes, donc je tournais dans des groupes de rock. Voilà, j'ai eu un groupe notamment pendant plus de 7 ans. Et après ce groupe-là, je me suis retrouvé à Paris. Et j'ai eu là j'ai été musicien pour un autre artiste, donc j'étais guitariste pour lui. Donc j'étais vraiment dans la musique, dans le milieu de la musique à Paris. Et c'est là que j'ai rencontré donc Chloé Lapessoni, une photographe qui faisait à la base elle aussi du live et de la photo de live et elle s'est mise au mariage bien avant moi et elle s'est retrouvée donc dans ce qui est devenu on s'accordera à dire que c'est le mariage alternatif. Donc on va dire le nouveau type de mariage, un petit peu plus bohème chic, campagne, etc. Donc c'était vraiment un peu les débuts de ces choses-là, avec la mariée aux pieds nus, tout ça, enfin tout ce mouvement un peu qui s'était mis en marche. Et donc c'est là que ça a un peu fait tilt via Chloé qui m'a dit je pense que ce serait bien de proposer quelque chose d'alternatif en DJ de mariage, et c'est un peu là que ça fait tilt. Moi, j'étais déjà DJ et musicien, donc j'avais vraiment plein de connaissances musicales et vraiment généraliste. J'aime vraiment la musique au sens large et tous les styles. Et comme j'arrivais en bout de phase un peu sur ma vie professionnelle d'ingénieur, ça a fait tilt. Et pareil, en tant que musique live, j'ai essayé beaucoup de choses, mais ça a jamais percé autant que je voulais. Donc, un carrefour s'est mis. J'ai dit plus reconversion. Ça a fait tilt. Et c'est là qu'est apparu Dance Police. Voilà, le fait d'essayer de proposer une offre un peu alternative chez les DJ de mariage. Voilà, c'est vraiment venu de ça. Et donc ça a commencé. Ça va faire 10 ans en juillet, voilà. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu naître Dance Police. Mon Dieu, je suis vieille. On est vieux, Magali. Je me souviens de ça. Et petite parenthèse sur Chloé, avec qui j'ai fait un mariage, et quel mariage. Et honnêtement,
quelle déception le jour où j'ai appris qu'elle arrêtait le mariage, parce que pour le coup, c'était une de mes photographes préférées. Mais bon, je sais qu'elle continue à bien, oui, complètement. à bien travailler sur la photo. Elle fait d'autres choses maintenant, mais c'est vrai qu'il faut rendre quand même à César. C'est vrai que j'aurais pas forcément eu l'idée d'aller dans ce créneau-là, et en fait, c'était génial parce que pour moi, ça me permettait de quand même d'être dans l'entrepreneuriat, d'être quand même dans la musique, et faire ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire faire kiffer les gens avec la musique, quoi, quelle que soit la manière. Et là, en plus, moi, j'ai besoin un peu de mentaliser des choses, de créer des choses, et vraiment, je trouvais que là, il y avait vraiment tout un truc un peu vierge, il me semblait, en tout cas, dans une proposition alternative chez les DJ de mariage, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça que c'est né, et voilà. Et le nom aussi, d'ailleurs, je trouve a donné quand même une petite touche un peu originale tout de suite. Voilà, la Dance Police, quoi. Voilà. Je sais pas si tu veux un peu d'historique sur le nom, mais on peut. Mais vas-y. Mais j'allais te demander aussi, voilà, qu'est-ce que t'appelles alternatif, parce que il y a alternatif maintenant et alternatif il y a 10 ans. Mais voilà, alternatif il y a 10 ans, ce qui a vraiment donné le Dance Police. Moi, ça venait vraiment du constat, parce que Chloé, justement, elle venait des mariages à chaque fois en me disant, c'est dingue quand même, c'était un mariage quand même avec beaucoup de budget, parce qu'elle faisait des mariages à bon budget, et en fait, quand même régulièrement, les gens dansaient pas ou dansaient pas tout le temps, ou des fois même la mariée en pleurs parce qu'elle voulait 2 morceaux qu'elle avait pas. Enfin, je comprenais pas, en fait. Je dis, mais faut demander ce qu'ils veulent et essayer de s'arranger pour le mettre, quoi. Et donc c'est là que ça a fait tilt, et d'où la Dance Police, quoi. C'est-à-dire que s'il y a personne qui danse, la Dance Police arrive et les gens vont danser, quoi. Le nom est venu de ça, et faut être honnête, le nom est un peu venu de Chloé aussi, donc je vais encore rendre à César ce qui est à César. Merci Chloé. Oui, merci Chloé, bien sûr. Et et Dance Police, c'est vrai que moi j'aimais bien parce que je trouvais que ça changeait déjà un petit peu je crois que ça dénotait un peu, et j'aimais bien, quoi. Voilà, donc la Dance Police, on est parti là-dessus, et voilà l'histoire. Donc ça, c'était le nom, et donc du coup l'alternative, c'était parce que c'est vrai que même encore aujourd'hui, hein, les DJ, il y en a quand même. Voilà, on va peut-être s'attirer des foudres, mais foudre, non, je pense pas. En fait, je pense qu'il en faut pour tous les goûts, hein, vraiment. Je pense pas faire non plus quelque chose de révolutionnaire. Je pense juste qu'à l'époque, c'était juste, quand je suis arrivé, le fait de faire quelque chose de sobre, et de faire quelque chose surtout sans animation micro. Donc ça, je pense que c'était vraiment à l'époque ce qui dénotait. Et après, il y a ne pas le faire, mais surtout revendiquer que tu le fais pas. Et ça, c'était plus compliqué, parce que même au début, on me disait, mais comment tu vas faire, je veux dire, les gens, comment tu vas les appeler dans la salle? Je dis, bon, on va laisser parler la musique. Enfin, en gros, je vais faire comme ça, et voilà, et ce sera mon truc, voilà. Et j'ai très vite vu quand même qu'il y avait du répondant chez les clients, que en fait beaucoup de clients venaient me voir pour ça, quoi, parce que ils avaient une sorte de garantie de sobriété, voilà. Et c'est un peu là-dedans que je me suis engouffré, et j'ai fait le reste avec, c'est-à-dire que souvent le matériel DJ c'est pas très joli, donc je me suis dit comment on peut faire pour rendre le truc joli, voilà. Donc pas de pont de lumière, du mobilier en bois. Donc j'ai essayé de travailler avec des menuisiers, des choses comme ça, pour avoir un mobilier qui est joli. Et j'ai pris un parti pris aussi, pareil, qui était risqué, hein, mais de faire plus de couleurs. Voilà. Moi j'aime bien la lumière, j'aime bien le blanchot, et donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour avoir une installation en blanchot. Voilà. Et c'est ce qui a défini un peu l'identité tout de suite, quoi. Voilà, cette sobriété, le fait de pas parler au micro. Oui, c'est ça. Alors donc, justement, ça faisait partie des questions que j'avais. T'as aussi été le premier à introduire les bars à vinyle en France. Est-ce que ça a fait partie aussi, enfin, j'imagine que ça a fait partie aussi de ton identité? Ouais, complètement. Comment t'as créé cette identité? Comment t'as trouvé cette identité? Alors le bar à vinyle, c'est pas venu tout de suite. Parce que j'ai eu d'abord toute cette réflexion dont on parlait avant, donc voilà, de sobriété, d'attitude. Et donc après, j'ai commencé à faire des mariages. Donc j'en ai fait beaucoup, tout seul. Le temps de développer mon expérience, ma manière de faire, d'aborder un peu, et je pense qu'on en parlera un peu, toutes les étapes du mariage, et on va dire un peu une expertise pour faire du sur-mesure avec les mariés. Et ensuite, le bar à vinyle, c'est vraiment venu, pour être tout à fait transparent là-dessus, c'était au moment d'une de mes premières Love, etc. Où moi, là, j'étais allé à quelques soirées, parce que à la base, j'étais pas forcément dans la culture vinyle. Moi, je suis né en 80, donc c'est vrai que la culture vinyle, je l'ai connue plutôt quand j'étais très jeune. Donc moi, j'avais mes disques, etc. quand j'avais plutôt 5 à 10, 15 ans, quoi. Hein. Je suis né en 80, moi. Hein. Je vais avoir 44 ans à la fin de l'année. Et donc, j'étais vraiment dans le vinyle petit.
Et après, je suis un enfant des années 90 surtout, donc le vinyle a disparu. J'étais la cassette, le CD. Le CD. Et le CD surtout. Mais j'ai connu la cassette. J'ai même mixé sur cassette étant petit dans mes premières soirées que j'animais au camping, quand j'avais 10-12 ans avec mon père. C'est énorme. Et voilà. Et le bar à vinyle, donc c'est vraiment pour ce salon où là j'étais vraiment j'avais vu des DJ vinyle. Alors plutôt j'ai découvert le vinyle via les soirées électro. Donc c'est vraiment quand j'ai commencé à vraiment aller beaucoup en soirée électro, etc. J'ai vu qu'il y avait des DJ qui étaient en full vinyle et ça m'a complètement fasciné. Donc moi, j'y suis pas venu par la culture du hip-hop, qui est quand même la base des gens qui font du vinyle et qui scratchent. Moi, j'y suis venu par l'électro et donc j'ai commencé à mixer là-dessus et je me suis dit, mais ce serait génial quand même si les gens pouvaient à un moment donné, on va mettre les disques, ils vont choisir et voilà. Comme j'étais dans ce trip de vraiment mettre ce que les gens veulent, c'est venu naturellement. Je me dis, je vais mettre des bacs de disques. Et les gens vont choisir. Mais à la base, c'était pour un salon. Donc, c'était au salon Love, etc. de 2015. Et donc là, j'ai installé mes platines vinyle, j'ai mis mes bacs de disques et j'ai dit aux gens, franchement, allez-y, choisissez, je les mets, quoi. Et en fait, ça a rendu taré les gens tout de suite, quoi. Et ils ont dit, mais c'est génial et tout. Et donc, ça a fait qu'un tour, bar à vinyle, quoi. Comme c'était les bars la mode des bars un peu à tout à l'époque, bar à bonbons, voilà, c'est ça, tu connais. Et donc du coup le truc est venu quasiment instantanément, quoi. Et voilà, et donc j'ai lancé le bar à vinyle comme ça et j'ai commencé à faire cette animation, on va dire assez simplement, en posant simplement les platines sur une table avec des bacs de disques. Et voilà, et c'est vrai que c'est une idée qui a été assez puissante parce qu'elle s'est répandue assez vite dans le milieu. Et donc il y a eu très vite de belles installations qui ont été faites. Donc je me suis dit, moi aussi, du coup, faut que je me fasse quand même une vraie installation. Et donc là, la rebelote, je suis allé voir mes menuisiers et on a développé un joli meuble qui permet d'avoir les disques tournés vers l'agent, d'avoir une installation qui est jolie. Et qui allie quand même une certaine solidité et fiabilité, parce que l'événementiel c'est quand même monter démonter tout le temps. Donc il y a des contraintes, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le sujet, mais voilà comment c'est né et voilà. Et après moi j'avais déjà une grosse collection de disques, je continue à collectionner. Donc aujourd'hui, je dois être à peu près 1500, 2000 disques et entre ce que j'ai récupéré, ce que je dis, que j'en achète encore tous les mois, j'adore avoir les nouveautés et on vit une époque incroyable sur le vinyle, il y en a jamais eu autant de disponibles. Donc c'est vrai. Donc voilà, et donc il y a un vrai engouement des gens, suffit d'aller à la Fnac ou n'importe quel disquaire, voir qu'il y a plus que ça, quoi. On voit même quasiment plus les CD. Et je sais pas combien de temps ça durera, comme c'est du plastique, mais voilà comment j'ai lancé tout ça et aujourd'hui j'ai 2 bars à vinyle. Et c'est quelque chose qu'on fait très souvent. À la base, il a été quand même pensé pour les cocktails de mariage aussi. C'est pour ça que le mariage a été une bonne occasion parce que je voulais vraiment une alternative pendant le cocktail. Pour moi, à la base, c'était pas quelque chose de designé pour un autre moment, mais je l'ai vraiment pensé pour le cocktail de mariage. Souvent en alternative au groupe de musique d'ailleurs, parce que souvent les gens qui veulent pas forcément des groupes veulent quand même un truc, voilà. Et je trouve que c'est génial parce que c'est participatif, quoi. Ouais, clairement. Ludique, multigénérationnel. C'est clair. Et donc ton identité, donc le bois, les matériaux travaillés, les couleurs, pas de rose, de bleu, de vert. Ouais, c'est ça. J'ai globalement pas de couleur en fait. Je suis sur le blanc tout le temps. J'ai aussi beaucoup aimé assez rapidement tout ce qui était néon quand même, tu vois un peu les identités visuelles des marquee signs américains, c'est-à-dire les devantures de cinéma, ces choses-là, ce genre de choses que j'ai adoré. Donc c'est vraiment même les contours de maquillage des stars de Hollywood, tu vois les ampoules, tous ces trucs-là. Donc ça. Voilà, je cherchais un peu ces visuels-là et pareil le néon, donc le fait d'habiller un peu avec du néon, de la lumière chaude, voilà, ça c'est vraiment ce que j'adore, c'est vraiment mon univers. Ok. Et il y a eu une évolution entre le début et maintenant, j'imagine, dans l'identité ou c'est quand même. Franchement, non. J'ai amélioré un peu mon mobilier. Oui, le mobilier que j'ai en soirée, je l'avais évidemment pas tout de suite. Comme tout le monde, j'ai commencé avec une table, machin, puis j'ai évolué. Mais globalement, l'identité est déjà là. À part le meuble que j'ai rajouté, le reste de l'installation est quand même la même depuis le départ, quoi. Ouais. J'ai juste allégé des choses encore parce qu'on a quand même des moyens techniques qui ont évolué en 10 ans, notamment au niveau de la sonorisation. On a des choses quand même maintenant très efficaces et plus minimalistes. Donc ça me plaît. Et voilà, mais globalement non, tout était vraiment là dès le départ, quoi. Vraiment que ce soit quasiment le bar à vinyle et surtout l'identité visuelle, quoi. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui me suit et que je lâcherai pas. Et aujourd'hui t'es plus tout seul. T'as une équipe. Non, aujourd'hui je ne suis plus tout seul. J'ai été tout seul assez longtemps. Alors
Techniquement, je suis tout seul. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai monté une SARL, voilà, donc j'ai effectivement une forme juridique plus importante, mais je suis quand même tout seul dedans. Et j'y tiens. Et de toute façon, il faut quand même expliquer aux gens qu'il y a peut-être des milieux où on peut embaucher, etc. Les milieux artistiques, en l'occurrence, les DJ, sont des gens indépendants. C'est des gens qui changent tout le temps d'employeur à chaque fois qu'ils mixent. Et donc le but, c'est de trouver les bons et de travailler avec eux. Donc tu peux pas embaucher un DJ, tu embauches un DJ à chaque fois. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une sous-traitance. Et voilà, après ils peuvent être auto-entrepreneurs ou intermittents. Moi j'ai les deux. Et voilà, et aujourd'hui j'ai effectivement 4 DJ qui m'accompagnent. Voilà, que je salue fort parce que je les aime d'amour, c'est mes chéris, c'est mes enfants, mes frères, mes petits loulous et on a vraiment développé quelque chose ensemble que j'adore. Parce qu'il faut être en grande confiance, on parle de mariage, on parle pas d'aller faire une petite soirée d'anniversaire. Donc il y a de l'enjeu. Et donc c'est très important d'avoir les bonnes personnes et voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. Il y a pas une fille qui a rejoint l'équipe aussi. Je parle des DJ, je vais y venir. Donc oui, effectivement, complètement. Et donc j'ai ces 4 DJ là qui m'ont rejoint au fur et à mesure dans le temps. Qui sont tous diplômés, donc qui sont diplômés, je peux les saluer au passage aussi, l'UCPA École de DJ de Lyon. Donc c'est des DJ professionnels. Et j'en ai 4 maintenant. Donc il y a une école de DJ. Voilà, il y a la seule diplômante, elle est en France, c'est l'UCPA qui fait ça. S'il y en a qui veulent être diplômés DJ, je leur dis voilà, n'hésitez pas à contacter cette école, c'est diplômant. Et donc il y a une branche à Lyon. Ouais. Et donc c'est des gens qui sont sortis de cette école. Voilà, c'est le hasard qui a voulu ça parce que je les ai rencontrés comme ça. Voilà, et donc j'ai d'abord eu Maximilien pour ceux qui le connaissent. Ensuite j'ai eu Thomas, Jérémy et Maë. Voilà, donc j'ai ces 4 DJ avec moi. Maintenant, donc ceux qui me suivent, voilà, les connaissent. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Depuis peu, en fait, le problème c'est qu'avec toutes ces dates qui s'accumulent, gérer seul devient extrêmement compliqué, voire impossible. Donc c'est vrai que j'étais arrivé un peu à un point voilà, c'était devenu trop, ce qu'on appelle crise de croissance apparemment. Et donc à un moment donné, ouais, c'est ça. Et donc du coup, effectivement, j'avais vraiment besoin d'un support. Et un joyeux hasard m'a permis je veux pas dire d'embaucher en freelance, voilà, qui m'accompagne aujourd'hui Manon Marlois, donc qui avait l'agence de Wedding Planner To the Moon and Back. Et voilà, et donc elle souhaite arrêter son activité et quand même utiliser toutes ses compétences. Et en fait, on s'est rencontrés à ce moment-là autour de ce sujet. On se connaissait déjà, on avait fait plein de mariages ensemble. On s'est retrouvés là et pile au bon moment, quoi. Vraiment, la vie c'est du timing des fois. Et ouais, souvent. Et du coup, ça lui permet d'exploiter toutes ses compétences qu'elle a dans ce domaine-là et donc elle me permet de me dégager tout l'administratif, mais aussi bien plus que ça. Elle fait pas, c'est pas une petite main du tout. Elle a toute son expertise, elle fait les rendez-vous clients, elle connaît très bien notre travail parce qu'on a travaillé vraiment plusieurs années ensemble sur les mariages et même les gars la connaissent. Donc, pour moi c'est génial, quoi. Ça me permet aujourd'hui de passer la seconde, quoi. C'est clair. Et vous êtes à combien de mariages par an, du coup? Alors là maintenant on est carrément venu à on fait 2 à 3 mariages tous les week-ends en gros, de avril jusqu'à octobre. Donc c'est des grosses saisons avec une petite pause quand même l'été. Et j'ai pas fait le total, mais je crois qu'on doit être à plus de 70-80, je pense, quelque chose comme ça cette année. C'est un peu glissant toujours, donc on en signe tout le temps. Enfin, tu sais bien, on en signe tout le temps. Il y en a que ça annule, il y en a qui reviennent, mais en gros c'est ça, quoi. En gros on en fait 2-3 tous les week-ends. En pleine saison, quoi. Voilà. Et toi, personnellement, t'en fais encore quelques-uns ou... Ah bah moi, personnellement, non. Voilà, je sais qu'on me demande souvent quand on nous contacte. Non, malheureusement, je suis dédié totalement à la gestion. Maintenant, qui me prend déjà, et heureusement que j'ai Manon, mais maintenant que j'ai Manon, malgré ça, bon, j'ai encore des semaines bien remplies. Mais voilà, par contre, c'est vrai qu'avec ce temps dégagé, j'ai envie vraiment de pouvoir me remettre aussi à mon expertise musicale, qui est quand même la chose que j'aime le plus. Mais j'allais dire, ça te manque pas? Donc si voilà, vous allez me revoir au platine, mais peut-être dans d'autres événements ou dans d'autres choses. En mariage, je pense que j'irai si besoin, mais faut être clair, DJ de mariage c'est une dynamique où faut en faire beaucoup, c'est comme un photographe, faut en faire beaucoup, faut être dedans et je pense que j'étais très bon quand j'étais dedans et quand on fait un peu moins, faut retravailler un petit peu son truc. Voilà en gros où j'en suis aujourd'hui, mais donc voilà, pour répondre clairement, non, j'en fais plus trop personnellement là depuis 2 ans, mais j'y vais quand même encore de temps en temps. Voilà, garder le contact. Bah oui, il faut. C'est comme le vélo en même temps. Ça s'oublie pas. Non, ça s'oublie pas. Alors raconte-nous un peu l'expérience client chez Dance Police. Comment ça marche?
Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, quand on nous contacte, en fait, faut nous contacter par le site internet qu'on va refaire d'ailleurs. Merci WordPress de template qui a sauté. Non, mais il a sauté pour tout le monde, hein, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui doivent les refaire à cause du WordPress, bon, peu importe, on s'en fout. Donc oui, l'expérience client, donc ça commence par toujours nous contacter par le site internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, le formulaire permet en fait d'avoir l'essentiel des infos. Quelqu'un qui va nous contacter spontanément, on peut lui répondre, mais ça va être toujours un peu la même chose. Quelle est la date? Quel est le lieu? Combien vous êtes? Est-ce que c'est un mariage, un anniversaire, une soirée d'entreprise? Et en gros, les horaires, le déroulé, même très succinct, évidemment, quand on se marie 1 an et demi à l'avance, on sait pas tout ça, mais on sait quand même la date, le lieu, à peu près combien on est et à peu près le déroulé. Voilà. Et ça, c'est des informations qui sont capitales, sans quoi on peut pas vraiment répondre aux gens. Donc j'aime bien que les gens passent par le site. Ils peuvent nous contacter spontanément, mais on va quand même les renvoyer pour qu'ils remplissent ce formulaire. Et ensuite, on va leur envoyer tout simplement la brochure pour qu'ils aient l'ensemble de nos prestations. Et suite à ça, on donnera, voilà, les gens nous demandent si voilà, c'est là qu'on vérifie notre disponibilité à ce moment-là. Une fois que les gens reviennent vers nous, qu'on assure qu'ils aient toutes les cartes en main et qu'ils sont intéressés, à ce moment-là, on regarde nos dispos et voilà. Et ensuite, on avance si on a de la dispo. Et en général, on en a. Voilà. Et oui. Avec 4 DJ, maintenant, ça va. C'est ça, exactement. Exactement. Et en même temps, ça se boucle quand même assez vite, hein, les mariages. Nous, c'est, pour être sûr, faut quand même 1 an et demi à l'avance. C'est pas trop. Voilà. Après, c'est un petit bonheur de la chance. Toi-même, tu sais, en mariage, d'une année sur l'autre, tu sais pas pourquoi d'un coup tu vas avoir tu vas avoir 15 1er juin et l'année d'après pas du tout. C'est comme ça. C'est vraiment, c'est le facteur aléatoire, ouais, et puis les jours fériés qui jouent tout ça. Mais en gros, voilà, pour une bonne expérience avec nous contacter quand même assez tôt. Sauf pour tout ce qui est anniversaire et soirée privée, où là, c'est plus flex. Tout ce qui est en semaine, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Et donc, je pense que l'expérience client, maintenant, elle est vraiment aboutie, puisque, on a quand même l'ensemble, voilà, de nos données sont claires. On a tous les supports de plaquettes, etc. On a l'Instagram aussi, qui est quand même bien à jour. Voilà, les gens ont une bonne idée de ce qu'on fait. Le site internet aussi, avec beaucoup de vidéos. Voilà, donc les gens peuvent quand même bien se projeter. Et voilà. Le rayon où vous vous déplacez déjà? Nous, on peut aller, c'est égal, mais en général, maintenant, quand même, on est toujours à 1 à 2 heures de Lyon, voilà, autour de Lyon. Mais ce qui ouvre quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on peut aller, en Savoie, dans le Beaujolais, même jusqu'à Valence-Montélimar, quand même des chouettes lieux dans le sud. Et on va dire Clermont, voilà. Ok. Et hors saison ou à d'autres dates, ça nous arrive d'aller, on va dans le sud-ouest, on va à Paris, on va en Suisse, en Belgique, quand ça nous arrive, oui, bien sûr aussi. On étudie toutes les demandes de toute façon. Ouais. Juste parenthèse, oui, parce qu'effectivement, plus tu vas aller loin, plus ça va faire des frais de déplacement, qui sont quand même un enjeu, à mon avis, sur les années à venir, d'essayer de limiter un peu les déplacements. Nous, voilà, vraiment, ce qu'on aime, c'est vraiment faire du sur-mesure. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que les gens attendent de cette journée. On parle mariage, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette journée, qu'est-ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas, quoi. Et c'est notre phare, voilà. Et surtout au niveau de la musique, on aime bien vraiment les impliquer vraiment à 6000% dans la préparation, quoi. Voilà. Au moins au maximum de ce qu'ils peuvent nous donner. Mais tu sais d'où vient cette question? On en a discuté quand on a préparé un peu cet épisode. La question, elle vient de les autres prestataires de mariage qui disent oui, mais en fait, le DJ, il est là juste le jour J, il s'occupe pas de ses mariés avant. Et voilà, il fait le jour J, il démonte et c'est terminé en fait. Ouais, ça c'est un truc classique, ou même c'est comme je veux dire, les photographes, c'est pareil, je veux dire, ils sont tranquilles, petit samedi de boulot et après plus rien jusqu'à la semaine prochaine. Si seulement c'était si simple. Il faut absolument effectivement démonter ce préjugé. Le travail en amont, il est énorme. Déjà, le travail en amont, il est énorme du fait de la fatigue accumulée par le métier qu'on fait. Faut avoir conscience qu'on fait un métier où il y a une nuit blanche tous les week-ends, au moins. Si c'est pas, des fois, là, en grosse saison, les gars, des fois, ils font même 2 mariages par semaine. Donc, faut avoir conscience de l'impact physique. Donc, déjà, faut se remettre de ça. Donc, les gens qui disent, oui, tranquille, la semaine, la semaine, déjà, tu t'en remets jusqu'au mardi de ton week-end. Et après, peut-être, tu peux commencer à retravailler, mais déjà, faut se reposer pour être bien pour ce qui arrive, tu vois. Donc, ça, c'est il y a tous les trucs à porter aussi, hein. Voilà, Ton dos s'en souvient. Voilà, exactement. Donc tout ce qui est manutention, effectivement. Mais plus sur la préparation, oui, effectivement, on fait des rendez-vous en amont avec les mariés. Nous, au niveau de l'expérience client, pour rejoindre aussi, voilà, j'ai fait le parti pris qui était un peu risqué à la base, mais de gérer entièrement tout ce qui touche de près ou de loin à la musique ou au son sur le mariage. C'est-à-dire que moi, j'inclus dans mon pack mariage, je fais du clé en main.
Et donc, il n'y a pas de rajout de choses ou ah tiens, il nous faut tel truc en plus et tout. Moi, je fais un pack mariage clé en main qui inclut l'ensemble des animations, des proches, qui sont donc des choses qui sont dans le dos des mariés. Donc, comme c'est dans le dos des mariés, ça veut dire qu'il faut les préparer en direct avec les personnes concernées, donc que ce soit les témoins essentiellement. Donc voilà, donc tout ça faut le préparer, c'est-à-dire qu'il faut appeler les témoins, faut les avoir, faut tout préparer avec eux et récupérer les vidéos, les PowerPoint et le truc de la maman, donc tout ça c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de rigueur et surtout que moi je veux qu'on prenne cette responsabilité de collecter l'ensemble de ces animations et d'aider vraiment les gens à ce que ça se passe bien quoi, voilà. Donc, tout en fournissant le matériel, les micros, la projection vidéo et voilà. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail. Et c'est des appels, c'est des imprévus, c'est les gens qui t'appellent la veille, le soir, un peu comme un wedding planner en fait. Hein. On a un peu une sorte de rôle de wedding planner de la musique quoi et du son. Évidemment, en plus quand il y a la cérémonie, c'est encore plus costaud, que ce soit sur l'amplitude horaire et sur la préparation. Donc vraiment, faut tuer ce préjugé qu'on vient juste mixer. Voilà, je sais pas, peut-être des gens font ça ou arrivent comme ça à l'arrache, mais enfin nous c'est pas mon délire quoi. Voilà, surtout sur du mariage, il y a une responsabilité. Tu peux pas te louper sur une entrée de mariée, tu peux pas te louper sur une entrée à la cérémonie, donc faut travailler, vérifier et voilà quoi. Et vraiment impliquer énormément les gens. Et tout ça prend beaucoup de temps et ça prend quasiment toute la semaine en fait. On bosse tout le temps, voilà. On a un boulot la semaine plus le truc le week-end quoi. Ok, et comment vous travaillez avec les autres prestats? Est-ce que tu as des conseils pratiques pour les autres prestats vis-à-vis d'un DJ? Oui, je pense que déjà, je trouve que la base, c'est qu'on est là pour tous bosser ensemble. Je pense que voilà, et très souvent, d'ailleurs, c'est le cas. Je veux dire, on arrive, tout le monde est dans le même état d'esprit. Voilà, que ce soit traiteur, fleuriste, wedding planner. Il n'y a pas toujours de wedding planner. Je précise parce que c'est vrai que nous, ça change pas mal l'organisation. Quand il y a wedding planner, c'est vrai que ça nous soulage un peu, notamment pour tout ce qui est animation. On essaye de pas faire doublon. Donc, fin de la parenthèse, mais oui, donc on est là pour tous bosser ensemble et je pense que c'est très important qu'on se synchronise et il y a beaucoup de choses à synchroniser avec le DJ, essentiellement les enchaînements du plat avec le traiteur. Je pense que c'est important de se faire un gros point quand on est sur place. Et je pense que le traiteur aussi, lui, si c'est pas le cas, je pense doit aller voir le DJ en disant écoute, est-ce que toi t'as des contraintes? Moi j'en ai, que ce soit des contraintes de cuisson pour donner un exemple classique. Voilà, genre attention là, je sais pas le truc typique, tu me mets rien entre l'entrée et le plat principal parce que faut que ça s'enchaîne. Voilà, donc moi je vais pas arriver en disant maintenant on va faire PowerPoint de 25 minutes parce que non parce que c'est déjà, pas cool pour lui. Déjà tu parles pas au DJ, au micro. Voilà, déjà exactement. Non, alors on parle pas au micro, on peut faire des annonces de service évidemment hein, si c'est indispensable hein. J'ai pas dit qu'on était anti-micro, il peut y avoir des annonces de service. Mais voilà, non, c'est important en tout cas de dialoguer avec tout le monde, on est là. On est tous dans le même bateau et c'est souvent nous quand même le traiteur avec qui on a le plus d'interactions pour être sûr que ça colle bien. Et que lui soit pas gêné et notamment au niveau du dessert aussi et voilà au niveau des autres prestats par rapport au DJ je pense que aussi peut-être on en avait fait un peu ensemble là officiant de cérémonie donc je pense que c'est important de bien échanger en amont aussi et avec wedding planner aussi wedding planner c'est génial à condition qu'on soit bien synchronisé quoi. Faut se méfier, faut pas que ça devienne un inconvénient alors que c'est censé être un avantage. Donc faut bien que l'information circule et pas faire de doublons quoi. Voilà. Surtout pour les mariés qui eux attendent quand même le wedding planner d'être tranquille et d'avoir pas grand-chose à gérer. Donc c'est là qu'il faut bien communiquer quoi. Ouais. Est-ce que tu as des exemples concrets de choses qu'une wedding planner vous demande systématiquement ou que vous demandez systématiquement à la wedding planner et la même chose pour les officiantes ou pour les traiteurs? Ce qui est pas mal effectivement, un des avantages typiquement c'est les repérages des lieux, je trouve que c'est souvent pas mal. Le repérage des lieux / disposition de la salle. Donc ça c'est vrai que là-dessus c'est bien d'échanger déjà parce que nous si on connaît la salle, on peut dire non là au coup c'est ça ou ça. Et notamment par rapport au matériel qui serait déjà en place. Ça, c'est souvent quand même un des gros trucs auxquels les gens pensent pas. Donc, checker quel est le matériel disponible, est-ce qu'il y a des contraintes, surtout, avec le lieu. Donc, ça, très important avec le lieu. Est-ce qu'il y a des contraintes de bruit, des contraintes d'horaire, donc ça, c'est des choses qu'il faut bien regarder. On avait publié des articles d'ailleurs là-dessus, qui sont disponibles sur la mairie au Pianus, il y en a que ça intéresse. On avait déjà fait des choses là-dessus sur les questions essentielles à se poser avant avec le DJ avant la date.
Est-ce que tu veux, je sais pas, tu veux d'autres exemples de tips? Ouais, il y avait officiante. Moi, je sais que voilà, ce qu'on voit ensemble souvent, c'est le nombre de micros, c'est voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Enfin, moi, je sais, mais Sur la cérémonie, oui, typiquement, effectivement, sur les micros, beaucoup d'idées reçues. Les gens pensent qu'il faut autant de micros que de gens qui parlent. Alors non, hein, un micro, c'est très bien. On se le passe, comme ça, on est sûr de pas parler en même temps dedans. Éventuellement deux. Nous, on en propose deux. Voilà, s'il y a vraiment un officiant qui parle vraiment, ou si jamais il y a une petite animation à deux, ou voilà, ou pour avoir un secours. Bien parler dans le micro, ça c'est important. Coller au menton, Voilà, coller au menton, très important. Et voilà, et surtout, aussi un conseil que je peux quand même donner, c'est vraiment de bien préparer le contenu musical et éviter les choses de dernière minute. Nous, on s'arrange toujours pour avoir tout avant. Donc, je pense qu'il faut que les gens fassent tous aussi un effort, voilà, c'est de pas tout faire le vendredi, la veille, à l'arrache. On sait que ça peut être le cas pour les surprises, pour une cérémonie. Je pense qu'il y a moyen d'être bien prêt un petit peu avant. Voilà, avec la meilleure volonté du monde, voilà, faut imaginer un truc très bête. Peut-être on n'a pas de wifi ou de choses comme ça pour choper le petit morceau en last minute. Souvent, en cérémonie, ça va être des choses spéciales. Ça va pas être un morceau que tout le monde connaît. Ça va être une version acoustique, un jingle que personne connaît, un truc, voilà. En tout cas, chose importante qui est très bien faite sur ton site, c'est les playlists que moi je donne systématiquement à mes mariés. Et d'ailleurs, pour info, je t'en ai même pas parlé, mais j'ai des inspirations, tu veux dire par thème? Ouais, tes playlists par thème. Justement, la cérémonie laïque, il y a une playlist qui est faite pour ça. Et en fait. D'ailleurs, je vais les renouveler un peu. Maintenant que j'ai un peu plus de temps, je vais pouvoir enfin m'y remettre parce qu'elle commence à dater un peu. Ouais, mais en fait, on avait trop de boulot, les gens mais bon, disent voilà. que c'est cool et. Ça reste des intemporels, hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont quand même intemporelles dans la musique. On s'en rend bien compte dans le mariage. C'est plus intemporel que des soirées d'entreprise ou des soirées, on va dire, d'anniversaire où souvent on met des choses peut-être un peu plus récentes. Il y a un côté intemporel dans le mariage qui va quand même, on va figer une partie, on va dire, des playlists et des choses dans quelque chose de sûr et voilà, que les gens connaissent et multigénérationnel, ce qui reste quand même le challenge dans un mariage. Pour info, pour terminer sur le sujet des playlists, j'ai créé un programme pour les gens qui passent par leurs proches pour officier et dedans je donne plusieurs playlists, enfin 3, et il y a toujours la tienne dedans parce que voilà, je sais qu'elle aide beaucoup les mariés. Ouais. Et, ouais, mais c'est cool, merci. Et je pense à un dernier tip parce que après il y en a plein, mais souvent les gens se posent la question au moment du dessert en fait. On a très souvent des gens qui disent première danse à 22h. J'ai un peu du mal avec ça, j'ai jamais trop compris. Donc on fait la première danse et après on s'arrête, on va manger le gâteau, donc on repose tout le monde. Donc soit on assume et on fait vraiment un gros temps de danse de 30 minutes à ce moment-là. Mais faire la première danse pour se rasseoir, honnêtement, j'ai jamais compris. Donc je le dis aujourd'hui au monde, je ne comprends pas. On peut le faire, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez commencer à danser. Et puis là, ça va retomber parce que les gens, le dessert, on est tous humains. Hein. Quand un gâteau arrive, on veut le manger, quoi. Donc vraiment, le conseil qu'on donne, c'est vraiment faire le dessert. Et une fois que le dessert est fini, on attend le top des mariés. Et là, on y va quand ils veulent. Mais au moins, on commence la soirée et elle s'arrête plus. Voilà. Et pareil, le buffet de dessert est rangé, donc on passe plutôt sur le bar de nuit. Enfin, c'est que des choses un peu logiques. Je vais donner un dernier tips. Gardez bien votre bar de nuit au bord de la piste. Voilà. Erreur très fréquente. Erreur très fréquente. Le bar est à l'autre bout de la pièce. Et souvent, le problème des salles de mariage d'un tenant, elles sont un peu grandes. Hein, t'as 600, 150 personnes. Donc le DJ est là et la piste est là. Et le bar est là. C'est dommage. S'il est au bord de la piste, on garde te verra tout le pas monde. sur le Oui, sur le voilà. podcast. Donc t'as la piste de danse à l'opposé du bar, et donc du coup tout le monde va bouffer. Voilà, exactement. Si j'ai un tips à donner, c'est un dance floor pas trop grand. Les dance floors sont toujours trop grands. C'est bien d'être serré. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais serré longtemps. Après, très vite, il y en a qui vont fumer une clope, il y en a qui vont machin, ça va aux toilettes, ça va. Les gens, ils vivent leur vie, quoi. Dans une soirée, ils sont pas là tout le temps à danser. Donc, c'est bien que le dance floor soit limite sous-dimensionné, parce qu'il va être très vite à la bonne taille, en fait. C'est un avis très personnel. Hein. Je pense que beaucoup de DJs seront pas d'accord avec ça. C'est tout ce que je dis aujourd'hui, c'est que des avis personnels. Après, chacun fait comme il veut. Et c'est aussi ce qui fait l'identité de chacun. Je veux dire, il en faut pour tous les goûts, et notamment en animation, en couleur, en truc. Je ne critique pas du tout, vraiment. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Mais je pense qu'il faut, justement, comme il en faut pour tous les goûts, je pense qu'il faut aussi des offres alternatives. Et il y a des très bons animateurs, des gens qui ont des installations incroyables. Je sais que voilà, les étincelles, les trucs, il y a plein de trucs super. C'est pas ce que je fais, mais c'est très bien. Hein, je veux dire, voilà, pour être clair. Et en tout cas, voilà, ce type, moi, je trouve qu'il faut un dance floor qui est cosy, qui est pas trop grand. Et le bar, il doit être là, l'espace fumeur pas trop loin, et tout doit être là pour garder, parce que c'est long jusqu'à 4h du matin, donc très vite ça peut se déliter.
Et l'erreur du bar, elle est fréquente, notamment quand il commence à faire très chaud l'été et tout. Attention à ça. Voilà. Ce que j'appelle des casse dance floor, quoi. Vraiment, ça peut te casser une soirée, quoi. C'est clair. Donc ça, c'est un tips important. Voilà. Donc, pas s'arrêter après le dessert, plus jamais s'arrêter et avoir tout au même endroit le plus proche possible. Ok. Dernière question qui était prévue. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres dans ton métier, que vous rencontrez maintenant avec ton équipe, et comment vous les surmontez? Alors, là, je sais qu'il y a beaucoup de pros qui vont écouter ce podcast, donc qui s'adresse surtout aux pros. Donc, je pense que tout le monde s'accordera à dire que depuis la fin du Covid, il y a quand même un peu, c'est plus compliqué au niveau de l'attitude des gens. Il y a souvent plus d'attentes, plus d'impatience, plus d'exigences. Plus de last minute aussi, non? Ouais, c'est ça. Plus, les gens sont quand même, c'est peut-être aussi générationnel, hein. Les gens sont plus dans l'immédiateté, plus dans le. Et puis maintenant il y a les plateformes, donc tout le monde est un peu expert en musique, tout le monde veut son petit truc. Donc nous en fait, comme on a vraiment cette volonté même de prendre toutes les demandes en live, hein, moi c'est quelque chose que moi je veux vraiment que mes DJ, voilà, n'importe qui peut aller les voir, s'il te plaît tu peux mettre ça, ben oui bien sûr, dans la bienveillance toujours, mais bon, la bienveillance malheureusement c'est toujours c'est des fois un peu compliqué, voilà, les gens avec l'alcool, ça rejoint un sujet quand t'es au début, c'est quoi notre réalité? Faut imaginer ce que c'est de faire 4 heures, 5 heures, 6 heures derrière les platines. On est tout seul face à une armée de gens un peu bourrés, faut être honnête. Souvent, ou en tout cas un peu éméchés, et voilà, et tout le monde supporte pas l'alcool pareil. Donc, je pense qu'il faut l'avoir vécu une fois pour comprendre ce que ça implique de rester calme, de rester zen, de pouvoir prendre toutes les infos qu'on donne, avoir quand même toutes les requests des mariés, les demandes. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un travail épuisant, quoi. Et du coup, là-dessus, oui, je trouve que ce qui a changé un peu, c'est ça. Les gens sont plus exigeants, et des fois, les gens sont un peu désagréables. Donc, faudrait qu'ils fassent des fois un petit peu attention avec l'alcool. Donc, un des challenges, c'est ça, en fait, c'est d'arriver à, comme le contexte change un peu, que les gens, voilà, c'est de continuer à garder cette attitude de service total et de dévouement total dans le calme et la zénitude. Voilà. Mais si je commence à raconter toutes les anecdotes des choses qu'on vit, je pense honnêtement que les gens ne croiraient pas. Oh bah alors. Non, je peux pas. Allez, je peux en dire une peut-être. Allez. Parce qu'elle est drôle et c'était arrivé à Maximilien et ça le fera marrer qu'on en reparle. Je pense que même les mariés, s'ils nous entendent, ça le fera rire. Mais j'ai envie d'écrire un livre depuis longtemps sur toutes les anecdotes de Presta. Je vais le faire, je te jure, je vais le faire. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir mis une GoPro derrière ma tête pendant 5 ans. Parce que j'aurais pu faire un vidéo gag. Enfin, un vidéo gag, c'est un truc de boomer, c'est un vidéo gag. Mais bref, tu vois là. C'est clair. Mon Dieu. J'aurais pu faire un bêtisier vidéo. En dessous de 30 ans, vous ne connaissez pas vidéo gag. Voilà, j'aurais pu faire un bêtisier vidéo vraiment où les gens, ne serait-ce que les chutes de gens, en fait. Alors, les chutes de gens sur le matériel. Moi, une des anecdotes que j'ai eues les plus ouf, c'est que, en gros, une fois le marié rentre, je sais pas, il était 3h15, les gens étaient bien bourrés. Hein. Le marié rentre, donc il est cool, il est dos à moi, il fait champagne, des sable champagne et il arrose tout le monde devant lui, tu vois, donc dos à moi, donc ça allait, tu vois. Et là-dessus, bien sûr, ni une ni deux, il y a un témoin qui se chauffe, prend la bouteille de champagne et il arrive face à lui pour lui répondre. Ah oui, c'est qu'il y a ton matos, toi. Il y a moi. Et je me suis fait repeindre tout le mobilier, tout. C'est la seule fois de ma vie que j'ai dû couper le son, en fait. J'ai une grosse marge mais là, j'étais obligé d'arrêter, j'étais trempé, j'ai le matos, tout, enfin. Et surtout, ça a cassé les platines, quoi. Donc les gens, vraiment, ouais, voilà, les gens sont capables de choses comme ça. Et Maximilien, une fois, ce qui est arrivé, c'est que le mari était passé derrière lui, il était bien bourré, il pissait contre le mur. Je pense qu'il tombait plus les toilettes. Bah, écoute, donc voilà. Puis après tout, c'est son mariage, il fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, donc voilà. Je suis pas sûr que le gérant du lieu ou la gérante du lieu. Après le reste, c'est des maladresses de fatigue, de fin de soirée qui nous arrivent nous quand on est un peu tout seul, quand on range. Le reste des anecdotes, on va les garder pour nous parce que voilà, c'est aussi un peu l'intimité des gens quelque part. Mais voilà, faut savoir qu'il y a beaucoup de choses comme ça et qu'un des gros challenges, c'est ça. Et l'autre gros challenge, qui me semble plus important, c'est moi quand je me suis lancé en fait, je me suis dit putain, il y a quand même des gars qui mixent la même chose depuis 30 ans et tu vois et clo et machin et un peu fatigant quoi, tu vois. Mais je me dis attention, moi je fais ça, là ça fait 10 ans que je fais ça, en fait, je suis le prochain gars en fait. Et je veux dire on le voit tous aujourd'hui
tous les vieux là qui voient pas la société changer. Alors je parle d'autres sujets sur le féminisme, sur sur plein de choses comme ça où on voit que ça bouge pas des masses et on se dit bon les gars, on se réveille et très vite il y a un peu des résistances, des choses et ben pour moi pour la musique c'est pareil quoi, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie de tomber dans le non mais moi tu vas voir ce que tu vas voir, la musique je sais tout. Non, on sait jamais tout en musique en fait. On sait tout mais on sait rien en fait. La culture populaire, qu'est-ce qui fait danser les gens, c'est très subjectif. Une piste pleine, c'est une piste pleine. Et si c'est, moi j'ai rien contre que Jul, etc. et tout, je mets ça tout le temps. Enfin, on est là pour faire plaisir en fait. Justement, j'allais revenir là-dessus. Et le challenge, c'est comment tu continues toujours à faire plaisir aux gens, quelle que soit l'époque, le DJ et la foule quoi. Donc ça c'est voilà. Et nous ce qu'on fait pour ça, c'est une grosse préparation. Donc ça nous aide à ça. Mais ça veut dire qu'il faut tu remets ton titre en jeu à chaque fois. Un mix de soirée, c'est ça. Tu remets ton titre en jeu à chaque fois. Et il y a qu'un seul verdict, c'est le nombre de personnes qui dansent une fois de plus. Donc voilà, les gens disent oh mais c'est nul. Bah ouais, mais là les gens ils dansent en fait. Ils sont tous à fond. Donc voilà. Et une piste qui se vide, c'est pas bon signe. Donc le but c'est de faire kiffer les gens avant de se faire kiffer. Pour moi c'est la base de ce métier. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça une fois de plus. Voilà. Je considère que cette approche-là n'est pas la même en mariage que pas en mariage. Quand tu mixes, t'es artiste, les gens viennent pour toi. Là, tu proposes ce que tu veux, c'est toi, tu vas les emmener vers tel ou tel truc et tout. Mariage, je pense qu'on est là quand même pour donner du plaisir aux gens et respecter un cahier des charges. Voilà. Et après, évidemment, il y a des choses qui se recoupent des fois. Ça va être, on va être particulièrement sensible à la playlist parce que c'est des choses qui nous touchent et qu'on aime. Mais ça doit pas être un des critères, quoi. Et ça peut pas l'être quand on enchaîne les mariages tous les week-ends. C'est pas possible. Ça peut pas coller. Et donc, t'as pas de blacklist à toi. C'est plus la blacklist des mariés, toujours. Moi, j'ai aucune blacklist. Et même tout à l'heure, je parlais de 2-3 trucs qui peuvent encore paraître ringards et tout, mais on s'en fout. C'est ça que les gens, ils veulent. Et puis, on le met, en fait. Et puis, en fait, il y a ringard et ringard dans le sens où il y a des choses, c'est une question d'horaire. Enfin, tu vois, je veux dire, qui n'a pas trippé sur une compagnie créole à 4h10 du matin? Je veux dire, à un moment donné, ça fait marrer, c'est cool, c'est des souvenirs, en fait. Le truc, le truc dans les trucs kitsch, c'est faut que ce soit ton truc kitsch. Pas celui d'un autre, en fait. Et pour moi, la force d'un truc, il est là. Connemara, tout ça. Mais Connemara, à 4h du matin, ça passe. Je suis pas du tout anti-Connemara. Le DJ de mariage qui dit qu'il l'a jamais mis, il ment. Il l'a mis. Il le met, on le met une fois sur 3. Faut être honnête avec les gens. Tout dance police qu'on est, on met encore ça. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça vous fait kiffer. Mais en fait, est-ce que tu kiffes ou est-ce que tu kiffes pas? Et nous, on est là pour te faire kiffer. C'est juste ça, en fait. Et après, dance police, c'est la brigade du kiff, quoi. Ouais, mais après, ce que j'aime bien aussi avec ça, c'est que souvent les gens, par rapport aux trucs kitsch, ils disent, on a 2-3 trucs, mais c'est un peu kitsch. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de mettre vos trucs kitsch. Tu vas être sous le vent Céline Dion Garou, ou tu vas plutôt être team Mano ou team Camaro ou les trois, j'en sais rien. Je prends des exemples comme ça, mais il y en a plein, il y en a plein d'autres, tu vois. Des fois, on a des trucs de ouf en fin de soirée, tu vois, je sais pas, ou les corons, ou quand on a des Lensois, enfin, tu vois. Le but, c'est ça, ça rejoint la personnalisation aussi, d'ailleurs. Voilà. C'est comment tu fais kiffer les gens. Donc, l'enjeu pour moi, pour finir à répondre à la question globale, c'est comment tu t'adaptes toujours pour que ça marche toujours, quoi. Pour rester dans la course. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça bouge vite. Aujourd'hui, tout le monde a un peu une expertise en musique, quoi. Tout le monde a Spotify, tout le monde arrive avec une liste de 30 morceaux, genre, mais même moi ça, en fait. C'est bon, t'as pas besoin de DJ. Ouais, c'est pas si simple. C'est pas si simple, alors. Ouais, je peux faire une petite parenthèse là-dessus. Beaucoup de gens nous contactent. Voilà, souvent les gens disent on n'a pas besoin de DJ. Je veux quand même alerter la population sur le nombre de mails qu'on reçoit de gens. On pensait ne pas avoir besoin du DJ, puis quand même aujourd'hui on se rend compte de le nombre de mails que j'ai reçus qui commencent comme ça. Donc ne vous trompez pas de combat. Avoir un interlocuteur pour la musique, c'est bien. Et si vous êtes exigeant, trouvez quelqu'un dont vous sentez qu'il a l'écoute de vos exigences. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'as 10 morceaux que tu n'as pas moyen que t'aies pas à ton mariage, voilà, faut que ces 10 morceaux ils soient le jour dans la playlist. C'est comme ça. Enfin, moi, j'estime que c'est important. Allez, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées parce qu'on a déjà bien avancé sur l'horaire. Ton dernier coup de cœur mariage? Dernier coup de cœur mariage, c'est on va dire un lieu. C'est un lieu qui s'appelle le domaine de Tourieux à la sortie de Lyon là, qui est vraiment un super endroit où on va assez régulièrement. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur lieu que j'ai eu parce que souvent en fait nos contraintes sont pas les mêmes que les autres prestataires et souvent nous il y a des choses qui sont très pratiques pour nous mais qui ne le sont pas forcément
sont pas intéressants pour les autres, mais que genre que tout soit un peu pas trop éloigné, par exemple, qu'il y ait des alimentations électriques un peu partout, qu'il y ait des abris aussi, c'est-à-dire des plans B, voilà, qui sont toujours un peu un stress pour nous. Et voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent souvent, est-ce que on va faire le dance floor dehors. Ça, c'est un DJ, il reçoit ça, il est en PLS parce qu'il dit, il se voit déjà sous l'orage à déposer le bilan. Donc voilà, ça c'est des choses comme ça. Donc coup de cœur, domaine de Tourieux pour en citer un. Il y en a plein d'autres, on va régulièrement qu'on adore, hein, le domaine des sapeurs à Chambéry, la Factory, qui est un des lieux où on va souvent aussi à Tizy-les-Bourgs. Voilà, la Cour d'Orée, il y en a plein d'autres. Coup de cœur, photographe. Je vais citer Marion Brunel, qui est vraiment à Lyon pour moi. Voilà, je l'adore. Super belle personne et elle est déjà venue. Ouais, puis ça me rappelle beaucoup aussi les photos que faisait Chloé. Oui. Et, j'aime bien moi tout ce qui est un peu photographie, on va dire timeless un peu quoi. Donc j'aime beaucoup son travail. Vraiment une fille géniale. Et autre coup de cœur, Ambiance et Saveurs en traiteur aussi, qui sont des gens qu'on voit régulièrement et qui sont vraiment chouettes. Ça me donne des idées de podcast. Ouais. Après, je peux citer la Valergue aussi dans le sud, mais on y va moins maintenant, quand même dans le sud. Mais souvent, on croise la Valergue. Faut les citer, qu'elles sont incroyables ces traiteurs. Je connais pas. Ah ouais, c'est genre, c'est la classe quoi. Et souvent, de toute façon, on voit, pour moi, les traiteurs, c'est souvent la manière dont ils traitent les prestats qu'on va voir un peu, je trouve, de quel bois ils se chauffent. Voilà, et c'est vrai que voilà, ça c'est des gens par exemple. À qui a zéro souci de ce côté-là. Wedding planner? Wedding planner, ouais, on travaille souvent avec MC2 et D-Day, qui sont quand même les deux, je parle dans les grosses agences. Donc c'est quand même des gens qui bossent bien et qui en bossent souvent. Et je vais citer aussi, je suis un peu sec là-dessus, j'aurais dû. Ouais, c'est bien déjà, tu sais, la plupart des gens, je leur demande un coup de cœur, ils m'en donnent un, tu sais. On va pas, c'est déjà très bien. En couple photo-vidéo, peut-être, j'aime bien aussi en citer des bons. Je vais citer quand même les chouchous historiques, quand même, les queerky, quoi. Que j'adore, qui sont des amis et voilà, qui sont quand même devenus une référence. On peut quand même saluer leur parcours, qui est incroyable. Si vous m'entendez, Jérémy et Béa, vous êtes toujours les bienvenus ici. Il y a aussi la paire de cerises, hein, dans le coin, qu'on aime beaucoup. Et pour citer des jeunes qui sont là depuis un peu moins longtemps, mais qui sont cool, c'est les Margoulettes. Voilà, pour citer des locaux, très bien. Et puis il y a aussi les Amours sauvages qui sont top aussi. Et au niveau des autres prestations, une wedding planner, je peux en citer une parce qu'il y en a des milliards. Je m'excuse, je pourrais toutes les citer tellement il y en a plein qui bossent bien. Pour en citer une récente que je connaissais pas, il y a NC Wedding vraiment oui, c'est une de mes coachées. Voilà, qui avait fait un boulot formidable sur les dernières dates qu'on a eues, donc je la salue. Trop bien. Je salue aussi toutes les autres avec qui on travaille souvent. Pauline Michel de Prune Wedding, voilà, des gens comme ça qui ont travaillé souvent. Yes, Pauline aussi, je l'ai eu. Certaines de D-Day, d'MC2 avec qui on travaille souvent aussi. Je pense à Justine, Cécile, voilà, par exemple de D-Day. Estelle, évidemment, d'MC2 avec qui on travaille encore souvent. Et toutes les filles qu'elles ont brillamment formées pendant toutes ces années. Et ensuite, qu'est-ce qui reste dans les prestats de mariage encore en fleurs? On peut citer quand même... Mademoiselle à Lyon quand même qui est quand même super. Ah oui, quand même en make-up, quand on va pas citer Billie and Clyde à Lyon quand même, c'est la base. Et c'est vrai, je l'ai pas invité encore. En make-up, Billie and Clyde bien sûr, qu'on ne cite plus en make-up. Mariage à Lyon et je vais quand même citer Virginie Debourg aussi quand même, qui est quelqu'un qu'on voit souvent et qui est quand même un pilier du make-up. Virginie vient aussi, elle veut ça, pas. Tu les as tous. Ça va, je suis à peu près raccord sur les noms du coup. Virginie, mais Virginie ça fait des mois que je la travaille pour qu'elle vienne. Mais maintenant t'es obligée Virginie. Maintenant qu'on a parlé de toi. Je peux citer un wedding planner, il y a Mélanie Orsini aussi qu'on a eu récemment. Je la salue parce qu'on a fait son mariage à elle justement récemment. Donc on a fait non seulement on a déjà bossé ensemble, en plus donc je la salue parce que c'était le mois dernier. Voilà, big up. Ça marche. Ok, et alors j'allais te dire ton dernier coup de gueule. Alors dans les coups de gueule, qu'est-ce que je pourrais citer? Allez, je peux peut-être donner deux exemples. Nous, c'est vrai qu'on fait une vraie préparation sur mesure. Donc c'est vrai que les gens payent quand même un service de préparation. On est clairement pas les moins chers, je le sais. Mais par contre, ça inclut une grosse préparation en amont. Donc c'est vrai qu'il faut que les gens jouent le jeu. Et c'est vrai que souvent, en fait, on se casse le cul. On fait des documents. Moi, j'ai un logiciel en plus, donc ils ont un logiciel. Ils peuvent se connecter, ils peuvent rajouter les musiques, ils peuvent importer via Spotify. Tout. Donc c'est quand même vraiment complet. Et du coup, tu n'as pas dit ça dans ton expérience client, c'est important. Ouais, c'est un petit tips, mais je le garde un peu pour moi. et en fait, ce truc-là, des fois, c'est fou parce qu'on voit des gens,
Je veux dire, quand t'as signé 1 an à l'avance, bon, c'est quand même bien de mettre du contenu, c'est quand même pas très compliqué, c'est ludique, et on est toujours là. Et en fait, souvent les gens, voilà, ne lisent pas en fait, ne lisent pas ce qu'on leur envoie. C'est vrai que c'est dommage parce que il y a plein de conseils, il y a plein de trucs. C'est le fruit d'années d'expérience qu'on essaie de compiler dans des documents quand même pas trop longs parce qu'on sait que les gens ont pas non plus que ça à faire. Et c'est dommage des fois juste de pas prendre le temps d'exploiter à fond quelque chose que t'as payé en fait, un service. Tu vois. Et donc des fois on arrive et on n'a pas assez de matière musicale à travailler pour essayer vraiment de scanner les goûts des gens à l'avance et c'est dommage. Et en plus derrière le jour J tu vois tu peux ça bah ouais mais on fallait préparer tu vois. Donc ça c'était c'est pas un coup de gueule mais c'est juste c'est dommage quoi parce que c'est un peu frustrant de mettre des outils et qu'ils soient pas bien exploités. Et à contrario des fois j'ai des gens qui mettent beaucoup trop de choses, c'est-à-dire que pareil ils lisent pas les trucs, on leur dit le but, c'est de pas avoir, je sais pas, dans une soirée, tu vas mixer 80, 100, 120 morceaux, selon si tes choses t'enchaînent vite, si tu laisses les morceaux en entier ou pas, tu vois. Peut-être un peu plus selon les DJ, et selon la durée. Mais voilà. Donc, envoyer 300 morceaux, ça sert à rien à votre DJ, hein, les enfants. Déjà, 15-20, indispensable, c'est bien. Mais bon, quand on dit 15-20 et qu'on nous en met 80, en 80, c'est une soirée complète. Donc, en fait, le but, c'est de comprendre l'essence de ce que vous aimez. Voilà. Donc, trop, c'est pas bien, pas assez, c'est pas bien. Et juste, écoutez nos conseils. Voilà, on est là pour vous aider. On a une grosse expérience là-dedans. On dit pas qu'on sait tout, mais on sait quand même de quoi on parle. Voilà, ça reste de la préparation. Après, il reste la vraie vie le jour J. Donc ça, c'est coup de gueule. Et puis l'autre coup de gueule, il peut être un peu général. Alors, je vais pas du tout citer, mais traiteur, vigilance, quoi, quand même sur l'accueil des prestats, c'est un problème qui est récurrent. Sur le fait qu'on mange, qu'on ait un endroit pour se poser, pour manger. Je pense que pour moi, c'est essentiel. Et c'est souvent encore un peu problématique. Et pas un plateau froid dégueulasse où tout a le même goût. Voilà, le fromage a le même goût que la viande. C'est quand même de plus en plus rare. Et je pense qu'aussi, c'est parce que je pense qu'il y a une confusion avec le plateau prestataire, en fait. C'est quoi un plateau prestataire? C'est quoi un repas prestataire, en fait? Je sais pas, il y a 100 repas à table. Je pense qu'ils en ont toujours quelques-uns en plus. Après, je veux pas rentrer là-dedans parce que je connais pas non plus trop le métier et je veux pas m'attirer des foudres ou quoi, mais voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser, en tout cas, là-dedans pour que ça se passe bien. Voilà. Et pour un dernier coup de gueule, je sais pas, oui, les invités, si, il doit y avoir forcément des trucs par rapport aux invités, je pense, si, le coup de gueule, c'est que quand t'es dans... Je sais pas, moi je vais dans un mariage et Dieu sait que j'aime la musique, je sais pas, je me vois pas aller poncer le DJ toute la soirée pour qu'il me mette un morceau, quoi. Et en fait, il y a des gens qui sont extrêmement insistants toute la soirée et en fait, je comprends pas. Des fois, je comprends pas, en fait. Parce que moi, je sais pas, si je vais à un mariage, le but, c'est pas de m'approprier l'ensemble de la playlist. Enfin, j'imagine que les mariés ont préparé, qu'ils ont des trucs. Donc voilà, quand ça me plaît, je vais danser. Si ça me plaît moins, je vais peut-être aller faire autre chose. Je vais pas commencer à aller poncer le DJ toutes les 3 minutes, parce que j'ai pas ce que je veux. C'est pas mon mariage, en fait. Donc c'est le seul truc qui m'étonne un peu des fois. Je suis étonné. Ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure sur le changement d'époque. Dont on veut tout de suite maintenant, peut-être pas là en fait. Voilà, ce petit coup de gueule par rapport à ça des fois où nous ça nous aide pas et ça nuit grandement à la qualité de la prestation parce qu'en fait quand on a trop de demandes, trop de trucs, on essaye de satisfaire tout le monde et en fait faut être honnête, ça nous fait perdre la ligne directrice qu'on avait mis quand même longtemps à bâtir avec les mariés. Et voilà, donc aidez-nous et voilà, soyez raisonnables dans vos demandes, dans leur nombre. C'est clair. Allez, dernière question en 3. C'est un peu pour les boomers, c'est un peu pyramide. C'était à quel âge la pire période de ta vie? Les pires périodes, comme tout le monde, je pense que l'adolescence, moi, ça n'a pas été un truc méga fun. Ouais, parce que je faisais pas encore de la musique. C'est ce qui m'a beaucoup sauvé. C'est ça qui m'a vraiment aidé bien sûr, à prendre confiance en moi, bien sûr. Donc ça, cette période-là, et puis je pense quand même la fin de ma période professionnelle d'avant, c'est-à-dire avant ma reconversion. J'étais dans mon bureau d'ingénieur, j'avais plus de sens à mon boulot, et j'ai photographié ce moment vraiment à la fin. J'étais malheureux à mon boulot, j'y allais, je dis ok, là tu vas partir faire quelque chose de très dur, tu vas quitter une vie confortable pour aller créer ta boîte et partir dans d'autres dangers. Rappelle-toi bien ce moment-là où t'es complètement à bout psychologiquement parce que t'es plus heureux dans ta vie, tu vois. Et je me suis dit, rappelle-toi bien de ça parce que ça va être dur aussi ce que tu vas faire, mais rappelle-toi parce que de plus aller au bureau les lundis matins, c'est quand même quelque chose dans sa vie, hein. C'est quand même une grosse étape et je bénis le ciel d'avoir fait ce choix, mais il faut être honnête, c'est très 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 difficile. Il y a plein d'autres inconvénients. Là, j'ai à nouveau des week-ends depuis quelques mois et ça m'était pas arrivé depuis faut être honnête, hein, j'ai pas de week-end depuis 10 ans, donc
faut que les gens incorporent ce que ça signifie quand même, souvent, quand t'as une vie, on va dire, entre guillemets, salariée la semaine. Donc, t'es tout le temps décalé surtout. Donc voilà, c'est cette période-là, je suis content qu'elle soit finie, quoi. La fin de cette période professionnelle-là. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Top. Et qu'est-ce que tu dirais à Vincent de l'époque, dans les deux cas, avec le recul que tu as maintenant sur ta vie? J'avoue quand même, parce que moi, je suis quelqu'un qui est vachement quand même dans la nostalgie, dans les trucs, et le FOMO, tout ça, enfin bref. Et donc, si je retournais quand même à 14 ans, je dirais, arrête tout, fais de la musique, et fais que de la musique toute ta vie. Genre, artiste, quoi. Genre, joue, fais que ça. Ouais, mais si t'étais pas passé par ces mais moments-là. Oui, non, mais ça, en vrai, voilà, exactement. En vrai, la vie, on en a qu'une, elle est très bien comme ça, et c'est qu'elle devait être comme ça. Mais voilà, si j'avais un truc à dire à moi jeune, c'est ça. Ouais. Et surtout, le mois d'il y a 10 ans, je dirais, vas-y, mec, ça va être génial. Tu vas faire des rencontres géniales, tu vas faire ce que tu kiffes. Ce sera un bon choix, donc vas-y. Et qu'est-ce que tu dirais à Vincent dans 10 ans? Je lui poserai quelques questions pour savoir si c'est pas devenu un vieux con déjà, parce que ça c'est un truc qui me hante. Surtout Okay. pas, je pense qu'il faut vraiment rester dans son époque et souvent la musique c'est souvent un truc. Ouais. Bah c'est comme les DJ, c'est comme les photographes, les trucs. Je veux dire, c'est un métier qui existe depuis toujours, donc tout le monde a sa sauce, tout le monde a son expérience, tout le monde a sa vision en fait. J'espère que je dirai jamais c'était mieux avant, c'est tout. Ok, trop bien. En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Véhiculer. Je t'en prie, merci à toi, Magali, pour l'invitation. C'était très intéressant comme d'habitude, et puis ça va aider plein de monde. Et je fais un dernier appel. Vous êtes professionnel DJ, vous aimez notre travail et mon travail. On recherche toujours nos nouveaux talents. Alors moi, j'en prends peu. Hein. Je prends peu de nouveaux talents, mais si tu te sens chaud, même t'as déjà lancé, t'es déjà DJ de mariage un peu professionnel, et tu veux rejoindre une équipe où tout est déjà bien installé, écris-moi. Tu cherches à développer les autres régions? Je cherche toujours à développer, moi. Je sais pas. J'ai rien à dire sur le sujet pour l'instant. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Vincent. À bientôt. Je t'en prie, salut. Ciao. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant Dance Police DJs et moi, ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu le sais maintenant, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify à Wedding Divan, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.